Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Artist Talks par The Eyes, la revue photographique The Eyes, en collaboration avec Paris Photo. Je suis Marc Feustel, donc je fais partie de l'équipe de The Eyes. Et donc je vais animer les 5 prochains talks cet après-midi. Tout d'abord, pendant cette session, on accueille normalement 3 artistes par session d'1 heure. Aujourd'hui, malheureusement, Julien Guinan ne pouvait pas être avec nous pour présenter son livre. Du coup, ça nous laisse un petit peu plus de temps pour notre conversation avec les 2 autres artistes qui sont présents. Et donc, pour cette session, je vais commencer en m'entretenant avec Alexis Cordès au sujet de son nouveau livre Talachi, qui sort chez Atelier EXB. Bienvenue à tous et bienvenue à Alexis. Tout d'abord, juste pour présenter Alexis très brièvement, Alexis est un photographe français qui a débuté sa carrière en tant que photoreporter au début des années 90, mais qui a assez rapidement, au bout de quelques années, pris ses distances avec le monde du photoreportage, de la presse, des médias, et qui développe donc depuis plus de 20 ans une approche très personnelle sur des sujets qui font souvent l'actualité, sur le conflit particulièrement, mais de manière qui est à la fois très personnelle et qui développe un autre regard et une autre temporalité sur les questions de conflit et de représentation du conflit. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de son dernier ouvrage Talachi. Talachi qui regroupe des photographies personnelles d'hommes et de femmes qui ont fui la Syrie en guerre. C'est des images qui proviennent d'une très longue période entre 1990 et 2019 et qui, comme vous allez le découvrir, donnent vraiment un regard complètement différent de celui qu'on a pu avoir pendant ces longs mois ou longues années de représentation du conflit en Syrie. Et donc, Alexis, je voudrais tout simplement commencer en te demandant comment t'es venue l'idée, en tant que photographe, de ne pas toi-même réaliser d'images pour ce projet, mais plutôt de t'adresser aux personnes qui ont fui ce conflit et d'essayer de représenter pas le conflit lui-même, mais la situation dans ce pays en conflit à travers leurs images personnelles. Est-ce que tu... Ça marche? Ça marche, oui. Bonjour. Merci de votre présence. Et il n'y a pas de préméditation en fait au projet. Au début, il y a des paroles que me prononce une amie syrienne lors d'une discussion, une femme qui s'appelle Maha, qui est professeure d'architecture à Alep et qui, avec sa famille en 2013, au début du conflit, va quitter le pays. Et lors de cette discussion, elle me raconte qu'une de ses 2 filles, plutôt que de prendre des jouets ou des livres, avait décidé d'aller voir dans les albums de famille et prendre des images qu'elle avait emportées avec elle et qu'elle avait nouées avec un ruban rose. Donc j'ai même une narration par le détail de la manière dont ça s'était passé. Et là, je crois qu'on est en 2016, et évidemment, ça appelle mon attention, sans que je puisse voir les images. Et c'est que 2 ans après, en fait, une fois que Ma et sa famille, qui allaient un peu d'appartement en appartement, dans une forme de précarité, ont pu se stabiliser, avoir leur propre logement, qu'en me rendant chez eux, puisque je les vois assez régulièrement, en 2018, janvier, je m'en rappelle très bien, au cours de la discussion, me revient le souvenir des photos qu'elle avait évoquées précédemment et qu'elle me les présente manière de très Boltanski dans 2 boîtes en fer blanc. Je me rappelle très bien des boîtes en fer blanc et que je regarde ces images, il y en a un certain nombre,
et que je suis assez ému de découvrir cette vie d'avant, leur vie d'avant, dont finalement elle parlait et il parlait assez peu et pour lesquels ou à propos desquels je posais assez peu de questions. Et donc ces images m'ont intrigué. J'ai de manière assez intuitive commencé à faire un choix. Je lui ai demandé de m'en confier quelques-unes, ce qu'elle a accepté. J'ai fait des scans de ces tirages et puis je les ai mis à mon atelier, comme je fais d'ordinaire, pour voir comment j'allais vivre avec ces images et s'il y avait des intuitions qui pourraient éventuellement naître comme ça de cette fréquentation quotidienne. Et puis il a fallu un peu de temps et puis bon, je revenais dessus assez régulièrement. Et puis un jour, je me suis dit, mais finalement, elles ont quelque chose d'extraordinaire, ces images, malgré leur banalité. C'est qu'elles déjouent absolument tout ce que, notamment à travers les médias, les réseaux sociaux, tout ce qui constitue l'iconographie de la société syrienne et des Syriens, qui, quand même, dans notre inconscient collectif, était une iconographie assez pauvre jusque-là. Notamment du fait que la Syrie moderne est un pays qui était totalement renfermé sur lui-même. Donc à la différence de la Palestine, du Liban, finalement assez peu d'évocation. Et soudainement, cette société syrienne est apparue de manière extrêmement comme un théâtre de la cruauté, de manière tout à fait massive. Et ces représentations extrêmement frappantes ont envahi nos écrans et ont colonisé nos imaginaires. Et ces images, finalement, déjouaient à peu près toutes ces règles et ces représentations spectaculaires de ce conflit syrien et de ce théâtre de l'horreur. Et je suis parti de là. Je me suis demandé, est-ce qu'il n'y avait pas un intérêt à tirer ce fil et continuer comme ça à voir s'il n'y a pas une problématique à déplier et d'aller à la rencontre d'autres femmes et d'hommes, voir ce qu'ils avaient des documents avec eux et quel type de relations pouvaient se nouer et qu'est-ce que je pouvais comprendre à partir de ces relations. Donc c'est un travail de recherche. Je ne savais pas du tout ce qui allait advenir, je ne savais pas du tout quels seraient mes interlocuteurs, mais c'est juste une curiosité et un intérêt progressif. Et justement, comment s'est passé ce processus de recherche? Parce que, en l'occurrence, ces personnes qui t'ont confié leurs images, tu n'es pas allé en Syrie pour les rencontrer toutes à un seul endroit. C'est des personnes qui sont, j'imagine, maintenant dans plusieurs pays européens, réfugiés dans diverses situations. Donc, quel a été un peu le cheminement pour petit à petit collecter ces différentes histoires, ces différentes expériences? La collecte s'est faite sur un peu plus de 2 ans. Et les débuts ont été moins évidents que ce que j'imaginais. Ça a démarré en France, en région parisienne. J'ai essayé vraiment de limiter le périmètre. Et puis après, grâce à une bourse du CNAP, là, ça a pris une autre ampleur. Je n'avais pas pris tout à fait la mesure du fait qu'il y avait finalement très peu de Syriens, entre 25 et 28 000 à l'époque en France. La France étant un pays qui a depuis longtemps fermé ses portes, ou qui en tout cas s'avère assez peu attractif. D'une part, et puis d'autre part, la plupart des gens étaient dans des situations d'urgence où évidemment la première des priorités n'était pas nécessairement de répondre à ma demande. Et donc j'ai créé un réseau comme ça, en parlant, en posant des questions à des amis qui parlent à un autre ami finalement. Au bout de quelques mois, j'ai eu les premiers noms, les premiers contacts de gens qui en général, prenaient la précaution de me dire qui étaient les personnes, de m'expliquer ce qu'ils avaient éventuellement vécu, de sorte à ce que, dans un second temps, quand je les rencontrais, ils ne se sentaient pas obligés de tout me réexpliquer, et notamment tout ce qui concerne les phases d'emprisonnement et toutes les difficultés qui sont liées aussi à la migration. Voilà. Et donc, ce que je demandais, et ce qui est devenu une sorte de protocole, c'est de savoir un peu à qui je m'adressais, d'abord, pour ne pas les mettre dans l'embarras, savoir s'ils avaient des images, et s'ils avaient des images qui ne fassent pas un choix pour moi, c'est-à-dire qui me permettent de voir toutes les images qu'ils pouvaient avoir, quelles que soient les formes, sur un téléphone, sur un ordinateur, rarement des tirages papier, et puis qu'on puisse après discuter en fonction de ces images. Donc ça a commencé très lentement, très laborieusement,
Et puis, petit à petit, les choses se sont accélérées. Et notamment quand j'ai pu après voyager en Turquie, à Istanbul, où il y a une grosse communauté syrienne, Gaziantep, qui est une ville qui est un peu le pendant côté de la frontière turque avec Alep. Et puis après plusieurs séjours à Berlin, là, effectivement, le projet a pris une autre dimension. Et je pense que j'ai dû rencontrer environ une centaine de personnes au cours de ces 2 ans et demi de collecte. Et j'imagine, quand tu décris justement le processus, le fait que tu as demandé par ce protocole de ne pas avoir une présélection d'images, mais que tu puisses vraiment, j'imagine, surtout dans le cas d'images numériques, souvent éplucher des centaines, sinon des milliers d'images. Enfin, quand je pense à mon téléphone, ayant des enfants, je te laisse imaginer le nombre de milliers d'images que je n'ai jamais moi-même regardé là-dedans. Et donc, comment as-tu pu faire pour justement faire des choix? Et aussi, notamment, ce qui est frappant dans le livre, c'est qu'on pourrait imaginer ce livre composé de chapitres qui racontent le récit de chaque individu avec qui tu t'étais entretenu. Mais le livre est plutôt comme un tissu qui rassemble toutes ces histoires-là, pas de manière linéaire, mais pour représenter un tableau plus important, je dirais. Donc, comment as-tu réussi à concilier à la fois les histoires individuelles et aussi cette perspective plus large sur la question? Comme je te dis, c'est un travail de recherche. Et au début, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont été extrêmement magnanimes. Rétrospectivement, je leur posais des questions d'une terrible naïveté. Et en fait, je me rendais compte qu'il y a des évidences qu'on dit au début et qu'on ne dit pas après. Ça, je le savais, mais c'est pas mal. C'est bien aussi, des fois, de rappeler les évidences. Au même titre que ces photos qui étaient sur les murs de l'atelier, j'ai pas vu pendant longtemps l'évidence, c'est-à-dire leur caractère à la fois banal et extraordinaire. Et en fait, tout partait des images. Donc, j'ai l'habitude de les regarder, donc ça peut aller assez vite. Mais à un moment, un détail dans une image m'intéressait et puis on commençait à discuter. Et souvent, la petite histoire, les souvenirs personnels, à un moment, recoupent la grande histoire. Je vais vous prendre un exemple, parce que c'est un des exemples significatifs. Je n'avais pas pris la mesure du phénomène des disparus. En Syrie, on a du mal à avoir une évaluation, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont disparu. On ne sait pas où elles sont. Elles ont été emprisonnées dans les sous-sols des services de sécurité du régime. Et puis plus tard, Daesh et d'autres factions qui contrôlent les différentes parties du pays. Et une des premières rencontres, j'étais avec un jeune homme, Ahmed, jeune révolutionnaire, très impressionnant, très calme, comme ça. Et il me montre ces images. Et il y avait cette bande de potes comme ça. On les voit en l'espace de quelques années, mais au début, ils ont 17 ans et puis ils ont 21 ans, donc ils changent. Puis les visages reviennent, donc vous commencez à mettre des noms. Donc c'est des destins individuels. Et puis il y a une très jolie photo où ils posent devant les ruines de Palmyre. Et donc je commence à devenir familier à ces personnages. Et je lui dis, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus, lui et lui et lui? Et alors, il me dit, alors, lui, il est mort, lui, il est mort. Lui, il est disparu. Lui, il est disparu. Lui, il est encore en Syrie. Lui, il est en Suède. Lui, il est en Allemagne. Lui, il est en Turquie. Bref. Et puis, Ahmed avait survécu aux geôles syriennes. Et là, tout d'un coup, voilà, il y a une forme d'incarnation par l'histoire individuelle. Et j'avais compris, uniquement sur cet exemple et cette situation d'une image, la réalité de ces disparus. J'ai reposé la question par la suite quand il y avait des photos de groupe et c'est revenu. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il y a des évidences qui reviennent, il y a des aspects de la tragédie. Et effectivement, à chaque fois que j'avais des photos de famille, je disais, bon, alors, ils sont où maintenant, etc. Et dans toutes les familles que j'ai rencontrées, dans toutes les familles, il y a des morts, il y a des disparus. Et puis, il y a les survivants, ceux qui me parlaient. Et puis il y avait les images qui elles-mêmes
étaient des images survivantes. Là aussi, je ne l'avais pas du tout compris au début. Une de mes premières rencontres, il y a Ahmad qui me montre une image de très mauvaise qualité. Et donc, moi, de manière tout à fait candide, je lui dis, mais moi, je ne peux rien faire avec ça. Est-ce qu'on peut se débrouiller pour que je récupère l'original Et là, il me regarde, mais très gentiment, et il me dit, j'habite Douma, et Douma a été détruit à 95%, donc c'est tout ce qui reste. Il va falloir que tu t'en contentes. Et voilà, cette question-là, vous la posez une fois, elle vous met dans un vrai embarras, et puis après, vous ne la posez plus. Et puis, en même temps, il se passe des choses assez étonnantes sur la circulation des images. Il y a des images qui me sont venues par WhatsApp de Syrie de manière tout à fait inopinée. Ça fait partie aussi du projet d'organiser cette circulation comme ça, par étapes, et qui renvoyait aussi à la circulation des images aujourd'hui dans notre mode comme ça, de globalisé de communication des nouvelles technologies. C'est fascinant. Et il y a un autre élément que vous voyez sur les images qui défilent du livre, c'est que le texte joue un rôle très important dans ce livre aussi. Il y a un nombre de petits récits sur les expériences des différentes personnes que tu as rencontrées. Et je me proposais d'en lire une assez courte, mais qui éclaire aussi sur le titre de l'ouvrage. Elle s'appelle Hala. Elle me dit qu'elle a fui la Syrie avec ses 2 sœurs, juste après la mort de son père, un opposant politique. Elle me dit qu'à la seconde tentative, elle a réussi à entrer en France. Elle est étudiante dans une école de cinéma. Elle regarde les photos que j'ai collectées. Elle pense à une séquence d'un film de Pedro Almodóvar, un fondu enchaîné dans lequel des images d'un présent recouvrent celles d'un souvenir d'enfance. Je lui demande si elle connaît un mot en arabe pour traduire cette impression d'effacement par les images. Elle me propose talashi, qui peut se traduire par fragmentation, érosion ou disparition. Donc, je pense aussi que ça donne une idée qu'à travers ces récits, tu ne racontes pas seulement de manière, disons, descriptive l'expérience de ces personnes, mais tu partages aussi ton expérience, ta rencontre, des instants vécus, des détails qui peuvent paraître anodins. Pourquoi ce choix-là ? Pourquoi avoir voulu intégrer aussi, amener le lecteur vers ces expériences que tu as eues en collectant toutes ces images ? C'est-à-dire que quand la collecte a commencé à porter ses fruits, quand j'ai eu un peu suffisamment de matière pour commencer à travailler, je me suis... il manquait quelque chose. Il manquait une voix et qui était cet espace du narrateur et qui finalement était mon histoire par rapport à la Syrie. La Syrie n'est pas mon histoire. Et les personnes me parlaient d'une histoire qui n'est pas la mienne en me montrant des photos qui, pour moi, ne pouvaient m'évoquer rien d'autre dans cette distance que des documents, mais certainement pas des souvenirs que j'aurais pu vivre moi-même. Même si, et c'est un des aspects intéressants de ces photos amateurs, c'est-à-dire qu'elles conjuguent à la fois un sentiment de familiarité et d'altérité qui permet de nous identifier. Et par contre, assez vite, j'ai été bouleversé par certaines rencontres. Alors tout en gardant une certaine forme de distance, mais comme si effectivement certains personnages avaient vocation à sublimer l'expérience dont ils étaient les témoins. Et après ces premières rencontres, à chaque fois, je revenais, mais voilà, juste absolument bouleversé. Et donc les textes sont venus assez vite, très vite aussi sous cette forme elliptique qui correspondait dès le début à l'idée de la collecte ne vise pas à constituer une archive, mais qu'il va falloir faire des choix, et que l'esprit du projet, c'est au contraire de produire quelque chose de modeste, d'anti-spectaculaire, et comme un espèce de geste comme ça, très simple, à la fois élaboré, mais avec une certaine forme d'efficacité, mais toujours dans une échelle réduite.
Et donc cette place du narrateur, c'est cette dimension où finalement mes propres souvenirs viennent en écho aux souvenirs des personnes que j'ai rencontrées, souvenirs des rencontres et souvenirs de ce que j'en ai pu garder, et en même temps qui évoquent ce que les images n'évoquent pas. Et là, ça correspond à ce que l'utilisation que j'ai pu faire des témoignages, de l'écriture dans d'autres projets, c'est-à-dire le texte vient finalement en contrepoint quand on arrive à la limite de ce que les images peuvent dire pour réorienter éventuellement leur lecture et est un des éléments et organiser une dialectique qui permet de construire, autour de laquelle se construit un récit. Donc, il nous reste 1 ou 2 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Alors moi, j'ai une autre question quand même que je voulais te poser. En fait, c'est pourquoi publier ce livre maintenant ? On pourrait dire que ce livre, il est un petit peu à contre-courant de l'actualité médiatique. Pendant une longue période, la Syrie a été à la une de tous les journaux constamment. Et je me pose la question de ce choix-là parce que il me semble que pas seulement dans ce projet, mais dans ton travail de manière générale, il y a une volonté justement de remettre en lumière des événements comme ceux-ci, justement quand l'actualité médiatique est passée au-delà. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu de ça ? Oui, alors ça c'est un peu, c'est pas nécessairement un principe d'action, mais c'est vrai que au moment où j'ai pris mes distances avec une certaine pratique du photoreportage, c'est passé justement par une réinvention de la distance à la fois à l'action, à l'espace et au temps de l'événement, c'est-à-dire ne surtout pas me précipiter au moment de l'urgence et de l'hystérie de l'actualité, mais arriver après, et puis travailler un peu avec dans ce rapport, je dirais, de temps spiralé, c'est-à-dire revenir, et puis revenir encore, et puis tourner, et puis repartir en arrière, et puis revenir et retourner. Peut-être parce que quand on n'est plus dans le temps de l'actualité, sans être nécessairement encore dans le temps de l'histoire, qui est d'abord le temps des historiens, il y a ce temps d'une mémoire et qui présente aussi l'histoire ou le récit à son échelle, à l'échelle humaine. Et ça, par contre, c'est un des principes éthiques, c'est-à-dire de toujours travailler et construire des témoignages à hauteur d'hommes et de femmes. Et donc, ce livre et tout ce travail n'aurait pas eu lieu si Maha ne m'avait pas dit que sa fille n'avait pas avait emporté ses photos au moment de son départ. Et c'est parti de là. Donc, ça répondait pas à quelque chose qui était déjà préexistant ou pas. C'était une occasion, un fait de hasard, le battement d'ailes des papillons qui change les cours des choses et qui, du coup, a changé un peu le cours de ma vie ces dernières années. Et donc, oui, d'une certaine manière, il y a une forme de cohérence à rester dans ce rapport de temporalité qui n'est pas celui dicté par l'actualité, avec tout ce que l'on sait de son côté fugace, éphémère, autant qu'avilissant et spectaculaire, pour aller très vite. Voilà, c'est un autre rapport au temps, un temps long, et ce temps. J'aime bien cette idée du temps spiralé, parce que ça évoque aussi cette idée d'obsession, que l'on revient et revient et revient, qui me va assez bien finalement. Merci beaucoup d'avoir partagé ce travail avec nous. Et Alexis signera des exemplaires du livre au stand d'atelier EXB, donc SE7, à 15h aujourd'hui. Donc vous pourrez découvrir l'ouvrage à ce moment-là et puis parler encore avec lui de ce projet assez exceptionnel. Merci beaucoup à toi. Merci Marc.